Sceptique. Nous sommes toujours en direct sur Radio RBS 91.9 FM. Vous écoutez Sceptique, l'émission qui creuse, questionne et nuance. On vient de parler de brouillage des rôles, de storytelling, de communication. Et si le vrai se brouillait aussi? L'objectivité, c'est un mot qu'on entend souvent, mais signifie-t-il encore quelque chose dans un monde d'algorithmes où chacun peut produire de l'info et où l'IA fabrique des images plus vraies que nature? Cédric Pelen, William Irigoyen, Nicolas Rodier, on ouvre ensemble cette deuxième partie de Sceptique. On dit souvent que l'objectivité est le cœur du journalisme, mais en réalité, cette idée est plutôt récente. Au XVIIe siècle, quand naissent les premières gazettes, comme la Gazette de France en 1631, on ne parle pas encore d'objectivité. Ces journaux sont politiques, souvent orientés, et la circulation de l'information reste entre les mains d'une élite. Au fil des siècles, l'information se démocratise. Au XIXe, les journaux d'opinion deviennent des journaux d'information, puis vient la radio, la télévision, l'image, l'instantané. Et au XXe siècle, l'Amérique invente un modèle, celui de l'objectivité journalistique, un modèle qui, selon le professeur Michael Schutzson, a été pensé non pas pour garantir une vérité absolue, mais avant tout pour plaire à tous les lecteurs. Ensuite, Internet arrive, les frontières éclatent, tout le monde peut informer, commenter, publier. Et aujourd'hui, des médias comme Mediapart ou Combini revendiquent ouvertement une subjectivité assumée. Alors la question c'est, faut-il encore croire à la neutralité ou simplement apprendre à douter mieux ? Et la neutralité est-elle encore souhaitable ? Cédric Pelen, vous dirigez le QH, l'école de journalisme de Strasbourg. Est-ce qu'on enseigne encore la neutralité comme une valeur journalistique ? Il y a beaucoup de notions, la neutralité, objectivité, vérité. La neutralité, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment une notion journalistique, en fait, parce que le journaliste, il est inscrit dans sa société, il est citoyen, il doit l'être, il doit être informé, il doit avoir une opinion. La question, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est celle de la construction de dispositifs d'objectivation des faits. C'est-à-dire, il va adopter une posture professionnelle, c'est pour ça que c'est un métier, et c'est pour ça que ça s'apprend, et c'est pour ça que ça se pratique aussi avec des vérifications entre pairs, avec des règles, avec voilà. C'est cette posture-là, en fait, qui est celle du journalisme moderne. Hein. Vous venez de rappeler un peu la chronologie. La question de l'objectivité, c'est aussi à un moment donné où on codifie un métier, où il y a une autonomisation du métier qui se différencie de celui de propagandiste, celui de pamphlétaire, autour de cette notion-là d'objectivité, qui est plus un idéal, on va dire. Cette idée, en fait, de respecter les faits. Et je crois que c'est ça, en fait, là, pour le coup, on doit se battre pour que ça reste quelque chose qui a un sens, quoi. C'est-à-dire le fait qu'il y ait des choses qui soient vraies, des choses qui soient fausses. Et ce combat, les journalistes le partagent avec les scientifiques. Tout ne se vaut pas, non. Et si on arrive dans un monde où tout se vaut, on sera nettement plus bête que par le passé, quand même. Parce qu'on a quand même acquis des connaissances. On peut tout remettre en débat. On peut dire que la Terre est plate. On voit certains qui le font. Mais fondamentalement, là, on n'est plus dans le débat rationnel fondé sur des faits. Le journaliste, son objectif, c'est de produire des faits. Et pour ça, il met en place des démarches, le contradictoire, aller sur le terrain, parler avec les gens, croiser les points de vue, analyser ce genre de choses. Voilà. Donc ça, bon, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est un métier, ça coûte de l'argent. Et quand il y a moins d'argent, on le fait moins et c'est un problème. Mais il faut quand même avoir ça en tête. Que le journaliste, effectivement, pour moi, il continue à avoir cet objectif de rechercher la vérité. Après, il y a une autre chose qui est celle de la subjectivité. Donc, il va travailler dans un objectif de véracité des faits. Néanmoins, il a sa subjectivité personnelle et on peut retrouver, on en parlait tout à l'heure, de l'éditorial, c'est-à-dire des choix de parler de tel ou tel sujet, de mettre en avant tel ou tel élément, ce qu'on appelle les angles, la manière de cadrer les sujets, le fait de le mettre en une ou pas, qui va différencier une presse, on va dire plus libérale, une presse plus de gauche. Mais si les faits sont respectés, en fait là, on reste dans le champ du journalisme. On fait effectivement avoir des angles et des choix de sujets qui sont un peu différents entre le Figaro et les Libérations. Mais si, pareillement, les journalistes, en parlant d'un même fait, respectent fondamentalement les faits et simplement anglent leur sujet différemment, on reste dans le champ du journalisme, mais on n'est pas dans l'idéologie, on est dans l'éditorial. Et la différence, elle est un peu subtile, mais on peut à la fois être objectif sur le respect des faits et subjectif dans la manière de le présenter, tout en restant dans le champ du journalisme. On dérape au moment où on ne respecte plus les faits, au moment où on va sciemment passer sous silence une information importante, ou le moment où, effectivement, on est dans l'opinion et plus dans le fait. Mais la différence, elle est fragile, et c'est ça aussi qui est compliqué dans nos discussions. Mais la neutralité, en fait, dans une société humaine, elle n'existe pas en tant que telle.
Et puis aujourd'hui, on est confronté aussi aux nouvelles technologies. Il faut savoir quand même que selon les chiffres, en 2025, les deepfakes représentent 20% des contenus vidéo qui circulent sur X et TikTok. Comment on fait face à ça et comment discerner le vrai du faux ? C'est extraordinairement difficile. C'est-à-dire qu'il faut là aussi interroger les gens qui sont receveurs de ce genre de données. Voilà, parce que pour moi, Twitter ou X, ce sont des données qui sont souvent des données fausses. Et il faut aussi que les gens qui sont consommateurs de cela acceptent que ce qu'on leur dit et qui les ébranle n'est pas ce qu'ils croient. Voilà. Moi, j'ai un ami américain qui est trumpiste et c'est très difficile de lui faire admettre qu'il y a des faits et ce qu'il lit sur Twitter ou X n'est pas forcément, et souvent pas du tout, des faits. Et voilà. Je voudrais rajouter une chose. Ce que tu as dit il y a quelques instants, tu as utilisé le mot contradictoire. Contradictoire. Je vais simplement, moi, citer quelque chose, et pour revenir aussi sur les notions d'objectivité, de subjectivité. Il y avait un journaliste américain qui s'appelait Daniel Pearl. Ça vous dit quelque chose ? Non. Daniel Pearl, c'était un journaliste américain qui était juif, new-yorkais, démocrate, travaillant pour le Wall Street Journal, organe plutôt républicain, et qui s'est dit un jour, il existe dans le monde des gens qui veulent l'éradication de gens comme moi. Qu'a-t-il fait ? Il a appris des langues impossibles, des langues des zones tribales du côté du Pakistan, et il est allé à la confrontation avec ces gens-là. Il l'a payé de sa vie. Pour moi, la leçon, c'est il y a de l'objectivité là-dedans, il y a de la subjectivité, il y a de la contradiction, dire contre, il y a un risque absolu. Pour moi, c'est ça le journalisme. Je ne sais pas si ça répond à la question que tu posais, Valentina, mais pour moi, ce cas-là, il est emblématique de ce que je crois être le journalisme important, de terrain, et qui doit, à mon sens, perdurer. Face à la prolifération, je reviens à la question de la prolifération de faux contenus, justement, qui met en péril les journalistes qui vont véritablement sur le terrain et qui fait relativiser les images qu'ils peuvent ramener. On l'a vu, hein. On l'a vu en Ukraine, on l'a vu à Gaza, des images mises en doute, dont la véracité était questionnée. En fait, on a ce doute permanent, ce relativisme, qui est dangereux, parce qu'il existe une différence. Sur la prolifération de fausses images, de faux contenus, de confusion d'opinions et de faits sur les réseaux sociaux, il y a quand même un enjeu de régulation. Je pense en premier lieu, il faut quand même en parler. C'est qu'à un moment donné, il y a des obligations qui s'appliquent à la presse en termes de diffamation, en termes de vérification de l'information. Des plateformes comme X, comme Facebook, on pourrait quasiment toutes les citer, aujourd'hui ne respectent pas certaines des règles. Les IA ne respectent pas le droit d'auteur. Ne respectent pas certains des fondamentaux juridiques en fait, qui viennent codifier les obligations de journalistes. Donc il y a une sorte de concurrence déloyale d'une certaine manière. Et là, il faut quand même une réaction des pouvoirs publics à la fois sur la labellisation de contenu. Quand un contenu est fait par un deepfake, il faudrait quand même que ça soit au moins porté à la connaissance de personnes qui le voient, qui y sont exposées. Une sorte d'obligation de transparence. Régulation des publics, c'est-à-dire quand on voit des enfants qui sont capables de se créer des comptes sur des plateformes qui sont censées être interdites au moins de 12 ans, on dit qu'il y a un problème de régulation, programme de revenus, de partage des revenus, de captation des revenus, ça c'est un autre sujet que j'ai parlé. Je pense qu'il y a un premier enjeu quand même aujourd'hui de régulation du grand n'importe quoi. Et de régulation aussi du grand n'importe quoi de certains médias, de chaînes d'information autoproclamées qui sont sorties du champ du journalisme. Et on voit qu'il y a quand même une certaine pudeur encore aujourd'hui à aller dire que, en fait, non, là, c'est plus du journalisme. On est dans de l'opinion, voire dans la propagande, voire dans la falsification d'informations. À mon avis, il y a quand même un enjeu de régulation dont les pouvoirs publics, alors en Europe, se saisissent un peu. C'est compliqué. Mais il va falloir être plus réactif que ça face à des grands groupes, je veux dire, qui sont quand même sans pitié, quoi. Et qui, par ailleurs, on l'a vu avec l'élection de Donald Trump, ont aussi un agenda politique. Elon Musk, mais pas que Elon Musk, en fait. La plupart des propriétaires de ces réseaux sociaux-là, en fait, ont un agenda politique qui n'est pas démocratique. Il faut dire les choses comme elles sont. Et deuxièmement, une fois qu'on aura fait des régulations, en parallèle, il y a aussi un enjeu d'éducation. Effectivement, quand on est exposé depuis sa plus tendre enfance à des réseaux sociaux, qu'on ne fait pas la différence, ça s'apprend.
Et je pense que l'école a un rôle à jouer, les parents bien évidemment, mais en fait c'est un enjeu de société. Savoir qu'est-ce qu'on veut comme monde. Est-ce qu'on veut un monde où tous les faits sont relatifs, ou est-ce qu'à un moment donné on peut dire qu'il y a quand même des faits qui sont plus avérés que d'autres. Voilà, est-ce qu'on reste dans les lumières ou est-ce qu'on retourne vers un certain obscurantisme? Je crois qu'on est un peu à ce moment-là, et là il y a une part à prendre en termes d'éducation, l'éducation aux médias, l'éducation à l'information. Nous on prend notre part en formant des journalistes qui vont rester respectueux des règles éthiques, déontologiques, professionnelles dont on parlait tout à l'heure. Et Je pense qu'il y a un justement, enjeu de formation des citoyens. comment former les étudiants ou même les citoyens plus largement au doute sans tomber dans ce relativisme? C'est l'esprit critique, hein. C'est quelque chose qui est au cœur de l'éducation. Alors je reviens à nouveau avec l'alphabétisation, la capacité à penser par soi-même, à se faire une opinion, à confronter les sources, à vérifier. C'est l'esprit critique, et ça, je ne crois pas que ça soit nouveau en soi, hein. C'est un enjeu de formation des citoyens depuis au moins le 19e siècle, la démocratisation de nos sociétés. C'est juste qu'aujourd'hui, il prend une forme nouvelle, parce qu'il y a effectivement une prolifération de contenu très facile d'accès. Et il faut, je pense, que l'éducation, les différentes instances d'éducation intègrent ces évolutions à leur pédagogie. Il y a quelque chose qui à mon avis, n'est... Alors, par rapport à ce qui vient d'être dit, moi je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il faut un travail à l'éducation des médias. Les écoles de journalisme en prennent leur part, bien évidemment. Mais pourquoi ne pas systématiser une initiation aux médias à l'école? Enfin, il existe des journaux pour les enfants. Il existe des journaux pour les adolescents. Bon, qu'est-ce qui empêche de faire ça? Première chose. Deuxième chose, enseigner aussi l'idée que lorsqu'on se trompe ou lorsque l'on est contredit par des faits, soi-même, ça peut être passionnant d'avoir un autre mécanisme de pensée et de se dire « Ah ouais, là, je prends conscience de mon erreur et je me dirige vers un autre monde qui m'ouvre une autre porte. » Et ça peut être tout à fait passionnant pour un individu. Si on reste dans l'idée que, ok, vous vous trompez, c'est la catastrophe, et allez vous coucher, et il n'y a plus rien à voir, à ce moment-là, je pense qu'on ne va pas aller très loin. Enseigner l'idée que l'erreur est porteuse de quelque chose d'autre, constructive pour un individu, quel qu'il soit. Je pense qu'il y a un travail considérable à faire là-dessus. C'est pas parce qu'on se trompe qu'on est un zéro, c'est pas parce qu'on se trompe qu'il faut tout abandonner. Bien au contraire, s'ouvre un autre champ des possibles. Et aujourd'hui, à nouveau, on est face à un choix politique, hein. L'éducation, ça reste un défi de société, et je pense que les enseignants font tout ce qu'ils peuvent, prennent leur part, mais c'est vrai qu'ils font face à des défis nouveaux dans l'apprentissage de l'esprit critique, et qu'aujourd'hui, c'est une vraie priorité démocratique de former des nouveaux citoyens à l'esprit critique dans ce contexte informationnel dégradé. Mais donc, ça veut dire que le journalisme est, alors je vais utiliser peut-être un gros mot, ou peut-être un mot qui va heurter des gens, c'est une activité politique. La police, c'est la cité. C'est la cité. C'est une activité où on cherche des faits. Voilà, on cherche à les donner de la meilleure façon qui soit, mais il faut aussi accepter d'être critique par rapport à ça. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses, hein, mais le jeu en vaut la chandelle, parce que l'enjeu, comme tu as très bien dit, c'est un enjeu démocratique. C'est un enjeu démocratique. Et cet essor des fake news et des deepfakes, finalement, on peut remarquer que ça dit peut-être quelque chose de notre société aussi. Est-ce que ça mettrait pas en parallèle, en fait, cette crise de confiance envers les médias ? Certainement. Après, à nouveau, la question des rumeurs, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, ça prend une nouvelle forme. Mais c'est vrai que ça arrive dans un moment où, et là je pense qu'il faut aussi regarder les choses avec lucidité, il y a une défiance croissante face aux médias d'information, au journalisme, qui est d'un côté certainement une mécompréhension du métier et de ses difficultés, et de l'autre qui est liée à des évolutions objectivement préoccupantes de certains médias. Et peut-être effectivement qu'il y a eu des pratiques, où il y a des pratiques problématiques qui créent de la confusion, y compris dans les médias. Alors on a des exemples, on voit bien de
pour moi, de la sortie du champ de l'information d'un ensemble de titres qui étaient jusqu'ici des titres relativement respectés, CNews, Europe 1, le JDD, voilà, on voit effectivement qu'ils continuent à avoir une étiquette, à revendiquer une étiquette journalistique en n'étant plus dans les règles qu'on a précisées tout à l'heure. Et ça, bien évidemment, ça crée de la confusion. Après, il y a des attaques aussi régulières contre les journalistes qui viennent fragiliser leur position. Le droit à l'information, c'est un des droits fondamentaux, en fait. Je reviens avec ma charte de Munich, là, qui est quand même le texte, un peu de référence, mais le préambule, la première ligne, c'est le droit à l'information, à la libre expression, à la critique, et l'une des libertés fondamentales de tout être humain. Et il faut aussi ajouter, et c'est fondamental dans le combat de l'information, les sources. On cite les sources. On cite où est-ce qu'on a trouvé une information et on met cela en avant en étant journaliste. En étant journaliste. Le problème de Twitter et de bien d'autres fils. D'ailleurs, vous aurez remarqué, on parle du fil Twitter comme on parle du fil AFP. Vous voyez déjà la confusion des mots, là où elle se niche et là où on aurait tendance à faire croire que le fil Twitter, c'est comme un fil d'AFP. Donc on va chercher de l'information. Voilà. Il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Voilà. Cette question de la transparence, elle est hyper importante. Ouais. Je pense qu'on en parlait tout à l'heure, mais effectivement, un journaliste, il a des responsabilités. La loi de 1881 sur la liberté de la presse, elle donne aussi des devoirs, responsabilité éditoriale. Si on dit une bêtise, il faut être capable d'en rendre compte. On doit pouvoir montrer, alors il y a le respect du secret des sources, mais on doit quand même pouvoir... Voilà, honnêtement, on met un peu sur la table pourquoi est-ce qu'on avance tel fait. Et c'est vrai que cette règle-là, elle n'est pas respectée dans le champ de la communication, dans le champ de l'influence, dans le champ de la propagande des réseaux sociaux. Donc c'est déjà une différence fondamentale. Et quand on parle des USA, de propagande, d'IA, de contenu politique et tout ça, est-ce que vous avez déjà regardé le compte Instagram de la Maison Blanche, White House ? J'ai vu, c'est Real Donald Trump, quoi, je crois. Non, alors ça c'est le compte personnel du président, mais j'invite tout le monde à aller regarder ce compte. On est quand même sur le compte qui représente comme l'Élysée en France, et en fait tout ce qu'on vient d'expliquer, tous les dangers, toutes les dérives sont dans ce compte. Il y a de l'IA, il y a du deepfake, il y a de la fausse info, il y a de l'orientation totale et rien n'est expliqué, c'est balancé. Et je sais pas si tout le monde justement a cet esprit critique et en capacité, chez eux comme chez nous, à se dire ça, c'est peut-être pas vrai, il y a peut-être quelque chose. On voit actuellement aussi en Hongrie, il y a une campagne électorale en cours qui part sur ces bases-là avec énormément de deepfake, qui viennent faire dire au candidat de l'opposition des choses qu'il n'a pas dites, qui viennent trafiquer des images pour donner à voir qu'il n'y aurait personne à ces meetings, alors que voilà, effectivement, c'est des dangers quand c'est manipulé politiquement. Enfin, à nouveau, le pouvoir politique, le pouvoir économique sont des dangers pour la liberté de l'information. Et depuis longtemps, ça prend de nouvelles formes et ils ont des nouveaux outils à leur disposition. Voilà, faut pas être naïf par rapport à ça. Il faut pas être tombé dans le relativisme parce que non, ça n'a rien à voir. Et surtout, le jour où on n'aura plus d'informations de qualité, en fait, on n'aura plus de démocratie de qualité. Ça, il faut vraiment être conscient. Et est-ce que la démocratie peut vraiment fonctionner sans confiance, même relative en les médias ? Pour moi, non. De toute façon, je ne crois pas qu'il existe un régime... comment dire ? Les régimes dictatoriaux, ils s'illustrent par le fait qu'il n'y a pas de médias d'opposition, il n'y a pas de journalisme critique. Vous lisez je sais pas, la Pravda, du temps où il y avait l'Union soviétique, c'était des pages entières à la gloire des dignitaires kakoshim de la défunte Union soviétique. Moi, j'ai eu la chance d'aller en Corée du Nord. Franchement, j'ai regardé la télé nord-coréenne, je ne parle pas un mot de coréen, c'est sûr, mais enfin, il suffisait de voir cette fameuse présentatrice qui parle avec des trémolos dans la voix et qui à chaque fois qu'elle parle du grand leader et des essais nucléaires, par exemple, on a l'impression qu'elle est touchée par la lumière divine, voilà. Et vous voyez, c'est tous ces trucs-là. Alors, chez nous, ça se passe pas comme ça, c'est beaucoup plus pernicieux. Mais ce sont les mêmes ressorts, ce sont les mêmes tentatives d'influencer un discours, voilà. Quelles clés vous donneriez à nos auditeurs pour exercer leur esprit critique ? S'informer en passant par des médias vérifiés, respectables. Après, je reprends un peu ma casquette de directeur d'école de journalisme.
reconnu, c'est que il y a aussi une responsabilité des journalistes dans recréer ce lien de confiance. Et je pense qu'il ne faut pas non plus le mettre sous le tapis. Il peut y avoir des tentations par l'intérieur de certains formats, de certaines tentations éditoriales, à la facilité, à la rapidité, des courses à l'audimat qui peuvent conduire aussi à avoir des pratiques qui sont totalement contre-productives, puisqu'in fine, à ce jeu-là, le journaliste il perd toujours face à un influenceur ou un créateur de contenu peu scrupuleux. Je pense qu'il faut aussi que les médias recréent ce lien de confiance en ayant une vraie plus-value par rapport à une information trouvée sur le net. Il faut être capable effectivement de faire du reportage, il faut être capable d'expliquer les choses, de les mettre en perspective. Aujourd'hui, c'est un des défis du journalisme pour recréer ce lien de confiance. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en France, on a encore la chance d'avoir des médias de qualité, que ce soit en presse écrite, en radio, en télévision. Effectivement, d'avoir cet esprit critique, de savoir d'où vient l'information, de savoir comment elle a été produite. Il ne faut pas oublier que l'information, on ne va pas la pêcher comme ça. En fait, elle est construite, elle est produite. C'est le métier des journalistes. Et je pense que, conseil aux auditeurs, c'est un conseil de nourrir cet esprit critique, mais en le fondant sur des faits. Et donc, quand on a 3-4 sources qui disent la même chose, de dire peut-être que ça a plus de poids que quand quelqu'un qu'on ne connaît pas sur Twitter dit quelque chose. William ? Et tu posais la question comment on fait finalement pour lutter contre ça. C'est aussi, et je te rejoins tout à fait quand tu dis, il y a aussi la faute des journalistes. On doit, me semble-t-il, faire preuve d'une humilité dingue par rapport aux faits, encore une fois, ce qu'on croit comprendre tout de suite, essayer de les remettre en perspective, mais aussi, lorsqu'on est en reportage sur le terrain, se dire que on est, en tant que journaliste, plus petit que ceux dont on parle. Et même si ça nous coûte de dire des choses qu'on a entendues ou de relayer des propos avec lesquels on est violemment en désaccord, le propos n'est pas de savoir si je suis en accord avec ça. Est-ce que je les ai entendus, oui ou non ? Est-ce que ça fait une info, oui ou non ? Est-ce que ça fait un fait à relayer, oui ou non ? C'est ça, à mon avis, les questions. C'est simple en théorie, c'est plus dur dans la pratique. Et donc on arrive au terme de cette deuxième partie, c'est passé très très vite. On l'a vu, la neutralité n'est jamais totale, l'objectivité n'est jamais parfaite, mais la rigueur, la méthode et la vérification restent nos meilleurs outils face aux doutes. Et peut-être que le rôle du journalisme aujourd'hui, c'est simplement d'aider chacun à s'orienter dans le flux. Dans un monde où tout le monde parle, poste et commente, le vrai luxe, c'est de prendre le temps de comprendre. Merci chers invités, Cédric Pellen, William Irigoyen, d'avoir été présents avec nous dans Sceptique en direct sur Radio RBS. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? C'est-à-dire ? Vous avez une petite recommandation culturelle Alors moi j'ai un livre qui paraît en janvier, dont le titre, je peux le dévoiler, qui s'appelle 34 rue Neuve. C'est 10 ans de ma vie consacrés à une enquête familiale sur la personne de ma grand-mère maternelle, qui était une femme née en Afrique du Nord, juive, qui a vécu à Lyon sous l'occupation, qui a participé à un réseau de la résistance lié à l'OSS, donc l'ancêtre de la CIA, tout en tenant un bureau de tabac alors qu'elle n'avait pas le droit puisqu'il y avait les lois de spoliation. Et au 4e et dernier étage de son immeuble vivait un des chefs de l'Abwehr, donc le contre-espionnage nazi allemand basé à Lyon, qui avait pour mission de traquer les juifs et ceux qu'on appelait en Allemagne les terroristes, à savoir les résistants. Voilà, c'est 10 ans d'enquête et c'est une histoire, je veux pas exagérer, mais franchement, c'est une histoire complètement dingue. Et Cédric, on peut vous retrouver au collège ? J'ai hâte de lire le livre de William. On peut me retrouver effectivement à l'université. Je pense qu'on peut se retrouver dans les théâtres, dans les cinémas, dans les salles de conférence, parce que derrière les réseaux sociaux, il ne faut pas oublier aussi d'aller au contact les uns des autres dans la vraie vie. Tu as bien raison de dire ça, parce que se cultiver, ça aussi, c'est important. Merci à tous les deux et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous et surtout d'avoir laissé vos certitudes au vestiaire. Si vous ressortez avec plus de questions que de réponses, c'est normal. Ce soir, on n'a pas eu le dernier mot et c'est peut-être ça, une bonne discussion. On se retrouve avec Nicolas Rodier le mois prochain, premier jeudi
jeudi du mois de décembre, même heure, même fréquence, sur les ondes de Radio RBS 91.9 FM ou sur radio-rbs.com partout dans le monde de 20h à 21h. En attendant, je vous donne rendez-vous sur Instagram, YouTube ou Spotify, sceptique.émission. Ça s'écrit SCEPTIQUE. Je vous laisse entre de bonnes mains avec Issam Matlouti et Une voix sur le pavé. Ce soir, il donne la parole à celles qui font bouger les lignes et un artiste qui lui aussi a voulu rendre hommage à sa femme en lui écrivant un album entier. C'est Justin Bieber avec mon péché mignon du moment, Yukon. Vous êtes toujours sur Radio RBS. C'était Valentina Lequintrec et Sceptique, l'émission qui ne vous dira pas quoi penser, mais qui espère que vous y penserez encore demain.